Livre 3. Est-il un preux, enfant de la fatalité, pour conquérir des terres en armes d'autrefois, jeter à bas les murs sanctifiés par le temps, raser les temples mensongers des anciens âges, y briser son orgueil, y perdre son amour, anéantir son sang, sa légende et sa muse, rejeter toute paix, n'être plus qu'un guerrier, et pour finir un corps dédaigné par les mouches. Chronique de l'épée noire. Chapitre 1. À la cour de la perle. De nouveau, Elric vécut cet étrange frisson de reconnaître l'endroit qu'il abordait, sans avoir souvenir d'un paysage comparable. Une brume bleue pâle planait sous des cyprès, des palmiers, des orangers et des peupliers, qui inclinaient vers elle leurs verres au même ton pastel. Des prairies déferlantes çà et là révélaient la rondeur blanche d'un rocher, cependant que, dans les lointains, se dressaient des sommets couronnés de neige. On aurait dit une aquarelle traitée dans les lavis les plus délicats, les touches les plus fines. Une vision de paradis totalement inattendue, après l'univers insane de Falador. La reine Soug gardait le silence depuis sa réponse à la question d'Elric, et l'atmosphère entre eux trois s'était faite singulière. Toutefois, le malaise n'aurait su arracher l'albinos à son ravissement de pénétrer dans ce monde. Il y découvrait des cieux, si c'était le mot, semés de perles nuageuses, teintées de rose et du jaune, le plus subtil, et une mince colonne de fumée blanche qui montait de la terrasse d'une maison à quelque distance. La barque s'était immobilisée dans un mouillage d'eau miroitante, et la reine Soug leur fit signe de débarquer. « Allez-vous nous accompagner à la forteresse ?» s'enquit Owen. « Elle ne sait. Je ne sais pas si c'est permis. » dit la reine, les yeux baissés au ras du voile. « En ce cas, je dois vous faire mes adieux. » Elric s'inclina et baisa la main douce de la femme. « Je vous remercie de votre aide, madame, et j'espère être pardonné de la grossièreté de mes manières. »« Pardonné ? Mais oui. » Elric la regarda, eut l'impression qu'elle souriait. « Moi aussi, madame, je vous remercie. » Il y avait dans la voix d'Owen des accents presque intimes, comme pour partager un secret. « Savez-vous comment nous pourrions atteindre la forteresse de la Perle ? » Lui, là-bas, le saura. Elle montra la maison d'où montait la fumée. « Adieu, comme vous dites. Vous pouvez la sauver. Vous seul. » « Merci aussi de votre confiance, » dit Elric. Et ce fut d'un pas presque guilleret qu'il s'éloigna sur l'herbe drue, et avec Owen, entreprit de gagner à travers champs la construction solitaire. Quel soulagement d'être ici. Quel contraste avec le pays de la démence. Si fait. Le ton de la voleuse de songe était un rien circonspect, et sa main reposait sur la garde de sa lame. Mais souviens-toi que la folie prend maintes formes dans tous les mondes. Il ne laissa cette prudence gâcher sa joie, déterminé qu'il était à refaire le plein de ses énergies, en prévision de ce qui les attendait. Owen arriva la première à la porte de la petite maison blanche, pour s'y trouver en compagnie d'une paire de poulets passant au peigne fin le gravier de la cour, d'un vénérable chien qui, à la tâche, devant son tonneau, leva vers eux un museau grisonnant, comme pour sourire, et de deux chats aux poils courts et argentés qui en effectuaient la toilette minutieuse, posés sur le rebord du toit juste au-dessus du linteau. La voleuse de songe frappa. Presque aussitôt, la porte s'ouvrit, sur un beau jeune homme à la tête encapuchonnée, dans un burnous élimé qui drapait aussi ses épaules, et laissait paraître un gandoura brun clair à manches longues. Il semblait ravi d'avoir de la visite. « Soyez les bienvenus, » dit-il. « Je me présente, Shamok Borm, actuellement en exil. M'apportez-vous des bonnes nouvelles de la cour ?»« Je crains que nous ne soyons porteurs d'aucune sorte de nouvelles, » dit Owen. « Nous sommes étrangers à ce pays en quête de la forteresse de la Perle. Est-ce encore loin d'ici ?» Elle se dresse au cœur et centre de ces montagnes. Sa main désigna les blancs sommets d'un geste plein de grâce. « Mais vous prendrez bien quelque chose. » Ce nom et cette allure peu banale
amenèrent Elric à fouiller dans sa mémoire et à chercher ce qui lui était là si familier. D'autant que ce souvenir rebelle, il en avait la certitude, n'était pas très vieux. Dans la fraîcheur de son logis, Shamok Borm leur prépara une infusion. Il semblait tirer fierté de ses talents domestiques et, de toute évidence, n'avait rien d'un simple campagnard. Un coin de la pièce était occupé par une impressionnante panoplie de riches armures à l'acier damasquiné d'or et d'argent, un casque surmonté d'une haute pointe, et celle-ci décorée d'un enchevêtrement de serpents et de faucons, se livrant un combat sans merci. Il y avait là des lances, un long cimeterre, des dagues, bref, des armes et harnois de toutes sortes. « Êtes-vous guerrier de votre état ?» s'enquit Elric en dégustant à petites gorgées l'aromatique et brûlant breuvage. « Ces pièces sont de toute beauté. »« Je fus jadis un héros, » répondit tristement Shamok Borm, avant d'être banni de la cour de la Perle. Banni ? Owen restait songeuse. Sur quel motif ? Shamok Borm baissa les yeux. On invoqua ma couardise, mais j'estime n'avoir pas été coupable, seulement victime d'un enchantement. Et voilà qu'Elric se rappelait où il avait entendu ce nom. Lors de son arrivée à Ouarzazate, dans le délire de la fièvre, il avait erré sur la place du marché, prêtant une oreille aux histoires que narraient les conteurs. 3 pour le moins traitaient Shamok Borm, ultime preux chevalier de l'Empire d'avant les sables, héros de légende entouré d'une vénération unanime, jusque sous les tentes nomades. Elric n'en était pas moins persuadé que Shamok Borm avait vécu, si son existence était autre que mythique, au bas mot 1 millénaire auparavant. « De quoi étiez-vous accusé ?» lui demanda-t-il. « J'ai échoué à sauver la perle, laquelle est désormais prisonnière d'un charme qui nous condamne à d'éternelles souffrances. » « Un charme de quel ordre ?» Notre monarque et bon nombre de ses gens se sont trouvés dans l'impossibilité de quitter la forteresse. C'était à moi de les libérer. Or, je n'ai fait qu'aggraver le sortilège, et mon châtiment est le contraire du leur. Ils n'en peuvent sortir, moi je n'y peux rentrer. Sur cette phrase, il avait sombré plus profond dans sa mélancolie. Toujours sous le coup de cette conversation avec un personnage que la mort depuis des siècles aurait dû prendre, Elric n'avait pas grand-chose à dire. Rien en revanche ne semblait faire mystère pour Owen qui, d'un geste, marqua au jeune homme sa sympathie. Peut-on y trouver la perle ? S'enquit Elric, pensant au pacte avec le seigneur Go, au supplice et à la mort d'Anig, aux prédictions de la voleuse de songes. Évidemment. La surprise de Shamok Borm sautait aux yeux. Certains pensent qu'elle règne sur l'ensemble de la cour, voire sur le monde. En fut-il toujours ainsi ? Demanda Owen presque en un murmure. Je vous ai dit que non. Il les regarda tous deux comme s'il avait affaire à des demeurés, puis s'absorba dans la contemplation du sol, de son déshonneur et de son humiliation. Il y eut un silence, qu'Owen rompit. Nous avons l'espoir de la libérer. Nous accompagnerez-vous pour nous aider dans cette entreprise ? Je ne puis être d'aucune utilité. Elle n'a plus confiance en moi. J'ai été exilé, mais je peux vous laisser mon harnois et mes armes, si bien qu'une part de moi, au moins, continuera de se battre pour elle. Merci, dit Owen. Votre âme est généreuse. Shamok Borm s'anima quelque peu en les aidant à faire leur choix dans son arsenal. Plastron et jambard semblaient avoir été forgés pour Elric, de même pour le casque. À Owen, on trouva un équipement similaire, dont on n'eut qu'à resserrer les courroies pour l'ajuster à ses mensurations légèrement inférieures. Ils étaient presque sosies dans leurs nouvelles armures, et cela fit une fois de plus vibrer quelque chose en Elric. Un profond sentiment de satisfaction qu'il cernait mal mais accueillait avec gratitude. L'armure ne lui apportait pas seulement la sécurité, mais une perception totale de son énergie intérieure, d'une force qui pouvait s'avérer décisive dans la confrontation future. Owen l'avait averti des dangers plus subtils qui les attendaient à la forteresse de la Perle. Les présents de Shamok Borm se poursuivirent sous la forme d'une paire de coursiers gris qu'il ramena de leur étable, à l'arrière de la maison. Ce sont Taron et Tadia, frères et sœurs d'une même portée. Ils n'ont jamais été séparés. Je les ai montés jadis dans la bataille. Jadis, quand j'ai pris les armes contre le glorieux Empire.
Et c'est aujourd'hui le dernier empereur de Melniboné qui va chevaucher à ma place pour accomplir mon destin et mettre fin au siège de la forteresse de la Perle. Vous me connaissez. Les yeux de l'albinos se rivèrent dans ceux du jeune homme, y cherchant quelque arrière-pensée, ou même de l'ironie. Mais il n'en trouva rien dans ce regard qui ne déviait pas. Un héros connaît ses pairs, prince Elric. Et la main de Shamok Borm vint saisir l'avant-bras d'Elric, traditionnelle marque d'amitié des gens du désert. Puissiez-vous acquérir tout ce que vous souhaitez, et dans l'honneur. Vous aussi, dame Owen, il naît de courage qui surpasse le vôtre. Adieu. Et du toit de sa petite maison, l'exilé les regarda s'éloigner, jusqu'à ce qu'ils fussent hors de vue. Les majestueuses montagnes, maintenant toutes proches, se refermaient presque autour d'eux, quand ils découvrirent le blanc ruban d'une large route. La lumière était celle d'une après-midi de fin d'été. Elric ne savait toujours pas ce qui les dominait, ciel ou voûte lointaine d'une vaste caverne, le soleil n'y étant nulle part décelable. Le royaume du songe étirait-il à l'infini cette enfilade de contrées souterraines où la carte qu'en avaient dressée les confrères d'Owan et d'Alnac était-elle exhaustive? Allait-il franchir ces sommets, traverser des terres anonymes, puis progresser de porte en porte une seconde fois, et au terme de leur voyage retomber sur le pays des rêves en commun? Allait-il retrouver Jaspar Collinadouce, attendant avec son chat là où il l'avait laissé? La route, quand ils l'atteignirent, se révéla de marbre pur, mais les sabots de leurs chevaux, ferrés de mains d'artistes, n'y dérapèrent pas une seule fois. L'écho de leur galop commença de se propager dans la trouée, alors que des bandes de gazelles et de mouflons se détournaient momentanément de leur pâture pour les regarder passer, 2 cavaliers d'argent sur des coursiers d'argent, montant livrer bataille aux forces qui avaient pris le pouvoir à la forteresse de la Perle. « Tu avais une meilleure compréhension que moi de ces gens, » dit-il à Owen, alors que la route amorçait son ascension en lacet vers le centre de la chaîne, et que la lumière était déjà plus froide, le ciel d'un gris d'émail, dur et brillant. « As-tu idée de ce que nous pouvons nous attendre à trouver là-haut » Elle secoua la tête, au regret de répondre par la négative. « C'est comme on suit le fil d'un message codé, sans savoir ce que les mots recouvrent, » lui dit-elle. « Je constate simplement que la force est assez puissante pour bannir un héros de l'envergure de Shamok Borm. » Je ne connais que sa légende, et encore ce que j'en ai entendu sur le marché aux esclaves de Quarzazat. La sainte fille a eu recours à lui dès qu'elle a pris conscience d'être soumise à un nouvel assaut. Du moins, je le crois. Elle ne pensait pas qu'il pût décevoir ses espérances. Mais toujours est-il que, de quelque manière, il a empiré les choses. Elle s'est sentie trahie et l'a exilée sur les confins du pays sans nom, peut-être pour y accueillir d'éventuels sauveteurs et leur prêter assistance. C'est sans nul doute ce qui nous a valu d'être gratifiés de tout l'attirail du héros, pour que nous puissions, autant que lui, nous comporter comme tels. Mais notre connaissance de ce monde est beaucoup plus réduite. Comment pourrions-nous réussir là où il a échoué? Peut-être à cause de notre ignorance, dit-elle. Et peut-être pas. Je ne puis te répondre, Elric. Elle rapprocha sa monture, et se penchant par côté sur sa selle, déposa un baiser sur le peu de joues que le haume acceptait d'exposer. Sache seulement que jamais je ne la trahirai, pas plus que toi, si je puis l'éviter. Mais si je devais trahir un des deux, je suppose que ce serait toi. Elric tourna vers elle un regard ébahi. Peut-on en discuter? Elle haussa les épaules, puis soupira. Je n'en sais rien. Regarde. Je crois que nous avons atteint la forteresse de la Perle. C'était comme un palais taillé dans l'ivoire plus fin, blanc comme le ciel d'argent. Il soulevait au-dessus des neiges de la montagne une vaste multitude de minces hélicoïdes, de tours d'où naissaient des tourelles, de coupoles et de mystérieuses structures qui semblaient presque avoir été figées dans leur envol. C'étaient des enchevêtrements de ponts et de passerelles, d'escaliers de toute espèce, de balcons et jardins suspendus, affectant toute la gamme des tons pastels, débordant qu'ils étaient de milliers de fleurs, de buissons, de masses de verdure, d'arbres et d'arbustes, tous différents. Au cours de ces pérégrinations,
Elric n'avait vu qu'un endroit comparable, sa ville natale, Imrir. Mais devant la complexe austérité de cet édifice, la cité qui rêve avait quelque chose de l'opulence prosaïque, de l'exotisme de pacotille d'une simple fantaisie architecturale. Alors qu'il s'avançait vers elle sur la chaussée de marbre, Elric se rendit compte que la forteresse n'était pas d'un blanc pur, mais que s'y mêlaient des nuances de bleu, d'argent, de gris, parfois une pointe de vert ou de jaune. Et il se demanda si elle n'avait pas été ciselée dans la masse d'une seule et gigantesque perle. Bientôt ils en eurent atteint l'unique porte, une énorme ouverture circulaire protégée par des herses qui jaillissaient de ses 4 cadrans pour se rejoindre au centre. Grandiose était la forteresse, mais son entrée même suffisait à leur donner l'impression d'être des nains. L'albinos ne vit rien d'autre à faire que crier. « Au nom de la Sainte Fille, ouvrez! Nous sommes venus livrer bataille à ceux qui, séants, tiennent son âme captive. » Et ces mots résonnèrent entre les tours de l'édifice, entre les pics déchiquetés qui formaient la toile de fond. Puis ils parurent se perdre dans les hauteurs insondables de la caverne. Au-delà du monumental porche circulaire, il entrevit dans l'ombre un mouvement écarlate, qui aussitôt s'y résorba. Un délicieux parfum se répandit, mêlé à cette étrange senteur océane qui les avait frappés dès l'abord du pays sans nom. Puis les grilles s'écartèrent, si vite qu'elles parurent se fondre dans l'air. Et ils virent face à eux un cavalier, dont le gloussement dénué d'humour ne les surprenait plus. « Il fallait qu'il en soit ainsi, je pense, » dit le guerrier de la Perle. « Refaites alliance avec nous, guerrier de la Perle !» lança Owen avec toute l'autorité dont Elric la savait capable. C'est là ce qu'elle souhaite. « Non. Elle ne veut pas être trahie. Vous devez vous dissoudre. Maintenant. Maintenant !» Rejetant la tête en arrière pour hurler ces derniers mots, il ressembla furieusement à un chien enragé. Elric tira du fourreau une lame, qui répandit la même lueur argentée que celle du guerrier de la Perle. Owen suivit son exemple, avec un geste plus réticent. « Laissez-nous passer, guerrier de la Perle. »« Il n'en sera rien. Je veux votre liberté. » »« Elle l'aura, » intervint Owen. « Notre liberté n'est pas à vous, à moins qu'elle ne vous l'accorde. » « Elle dit que j'en dispose. Ainsi sera-t-il. Ainsi !» L'étrange conversation échappa totalement à l'albinos, qui choisit de ne pas s'y attarder. Il lança en avant sa cavale, l'éblouissante épée haut brandie. L'équilibre de cette lame, la sensation familière de la poignée dans sa main, firent qu'il y vit un moment la contrepartie naturelle de son épée runique. Avait-elle été forgée par la loi pour en servir les fins comme Stormbringer par le chaos pour servir les siennes? Le guerrier de la Perle s'esclaffa, et ses yeux hideux s'écarquillèrent. La mort était en eux. La mort du monde. La lance habituelle s'abaissa. Elric en vit la pointe biscornue encroûtée de vieux sang. Puis la vit droit sur ses yeux, et se rejeta de côté, portant un premier stock et sentant plus de résistance qu'il n'en avait jamais senti auparavant. Le guerrier de la Perle semblait s'être rechargé en énergie depuis leur dernière rencontre. « Âme ordinaire !» Les lèvres s'étaient tordues sur l'insulte, la pire qu'il put manifestement concevoir. Et il se remit à glousser. Cette fois parce que Owen se ruait sur lui, l'épée tendue, à bout de bras, la lance en position de jet suspendue à hauteur d'oreille sur l'autre poing, les rênes entre les dents. Puis lame et lance touchèrent au même instant le guerrier de la Perle, et le plastron se creusa, se craquela comme la carapace d'un crustacé géant et se perça sous l'épée. Elric s'émerveilla de cette technique qu'il voyait mise en œuvre pour la première fois, et qui avait forcément réclamé de Owen concentration et coordination des énergies à un niveau proprement incroyable. C'était un fait d'armes dont on parlerait autour des bivouacs dans les 1000 ans à venir, et beaucoup périraient en tentant de le reproduire. La lance s'était chargée de percer l'armure, l'épée de compléter son action. Pas vraiment, toutefois. Le guerrier de la Perle n'était pas mort. Il gémissait, poussait des petits cris, s'empêtrait dans ses mouvements. Son épée s'éleva comme pour protéger sa poitrine contre un coup déjà porté.
Son grand cheval se cabra, les naseaux palpitants de fureur. Owen détourna sa monture. Sa lame s'était rompue dans le corps du guerrier. Elle tendit une main vers un second trait, l'autre vers sa dague. Lance braquée sur le plastron étoilé, Elric repartit à l'assaut, espérant réitérer la manœuvre. Mais l'ivoire dévia la pointe de sa lame. Il perdit l'équilibre assez longtemps pour que le guerrier de la perle en tirât parti. La longue épée s'abattit sur l'armure de l'albinos, dans une clameur d'acier qui emplit son aume d'une cacophonie de résonance, dans une gerbe d'étincelles. Il s'effondra sur l'encolure de sa cavale, à peine capable de bloquer le coup suivant. Le guerrier de la perle poussa un grand cri. Ses yeux s'écarquillèrent encore, et sa bouche, rougeur béante, exhala une brume infecte, cependant que le sang bouillonnait entre plastron et gorgerin. Il bascula vers Elric, qui découvrit la hampe d'une lance pointant à l'endroit précis où la voleuse de rêve avait fracassé l'armure. « Cela ne saurait durer !» hurla la créature. C'était une menace. « Je ne peux pas !» Puis il se tassa, roula au bas de sa monture, et s'abattit dans un cliquetis de vieux os sur les dalles de la cour. Derrière lui, une fontaine ornementale figurant un figuier lourd de fruits commença de cracher son eau qui, bientôt débordant du bassin, étira sa flaque vers le corps. Elle le toucha, et le cheval abandonné se mit à hennir, et dans ses stridences démentes, à tourner en rond, à se cabrer, l'écume aux lèvres, et enfin à bondir pour franchir la porte au galop et disparaître sur la route de marbre. Elric retourna le cadavre pour s'assurer qu'il n'y restait de vie et inspecter l'état de l'armure. La stratégie d'assaut de son ami le remplissait toujours d'admiration. « C'est là un spectacle auquel il ne m'a jamais été donné d'assister, dans une carrière où j'ai pourtant eu pour ennemis ou alliés les guerriers les plus célèbres. » « Les talents d'un voleur de songes doivent être diversifiés, » dit-elle, pour prendre acte du compliment. « Ce genre de tactique me vient de ma mère, qui était une femme bien plus rompue aux arts du combat que je ne le serai jamais. » Était-elle une voleuse de songes ? Non, répondit Owen, distraite de lui par l'attention qu'elle portait à son épée désormais inutile. Elle ramassa celle du guerrier de la perle. C'était une reine. Elle soupesa la longue lame, l'adopta et se débarrassa de l'autre. Comme elle était un peu trop large pour entrer dans son fourreau, elle se la passa négligemment dans la ceinture et décrocha l'étui ouvragé qui alla rejoindre au sol ce qui restait de sa vieille compagne. Sol présentement inondé, ils avaient de l'eau jusqu'aux chevilles, et leurs chevaux n'aimaient pas ça. Les menant par la bride, ils franchirent une ouverture en forme de cœur, et débouchèrent dans une autre cour, également pourvue de sa fontaine, mais moins gênante puisqu'à sec. Comme maintes détails de la forteresse, elle semblait avoir été sculptée dans l'ivoire et représentait des hérons stylisés, dont les becs dressés convergeaient au-dessus de leur tête, au centre exact du bassin. Le tout rappelait vaguement à Elric l'architecture de Quarzazat, mais sans la décadence, sans cette aura d'antiquité sénile qu'il flottait sur maintes quartiers de la Cité des Sables. La forteresse était-elle l'œuvre d'ancêtres des actuels seigneurs Quarzazatim, du Conseil des Six plus l'autre ? Cette ville perverse avait-elle, dans un passé plusieurs fois millénaire, acculé l'un de ses souverains à la quitter pour se réfugier dans le royaume du songe ? Était-ce ainsi que la légende de la perle avait touché Quarzazat ? Les cours se succédèrent aux cours, chacune d'une beauté incomparable à sa manière, au point qu'Elric en vint à se demander si ce chemin obligé ne les entraînait pas tout bonnement de l'autre côté de la forteresse. Pour un édifice d'un tel gigantisme, il est passablement sous-peuplé, fit-il remarquer. Nous n'allons plus tarder à en voir les habitants. Il suivait maintenant la spirale montante d'un escalier vers un énorme dôme. Si austère que fussent l'atmosphère et le décor de ce palais, Elric ne sentait nulle froideur dans son architecture. Il avait là quelque chose de presque organique, comme pétri de chair ultérieurement pétrifiée. Toujours accompagnés de leurs montures jumelles, leurs pas désormais feutrés sur l'opulence d'un sol de haute laine, ils longèrent vestibules et corridors aux murs tendus de tapisseries émaillées de mosaïques, où étaient représentés non des êtres vivants, mais des figures géométriques.
Je crois que nous touchons au cœur de la forteresse, dit Owen. Sa voix n'était plus qu'un chuchotement, comme si elle craignait d'être entendue, alors qu'il n'avait vu personne. Par-delà de hautes colonnes, son regard se porta sur une enfilade de pièces que le soleil semblait baigner de l'intérieur. Elric suivit ce regard et crut voir un tissu bleu flottant un fugitif instant dans l'embrasure d'une porte avant de s'y évanouir. Qui était-ce ? Tout est pareil, se murmura Owen. tout est pareil. Elle dégaina néanmoins et fit signe à Elric de l'imiter. Ils pénétrèrent dans une nouvelle cour, ouverte sur le ciel apparemment. Le même ciel gris qu'ils avaient trouvé dans les montagnes, encadré par un étagement de galeries, vertigineuse superposition où l'albinos crut voir des visages qui le regardaient. Alors un liquide s'abattit sur eux, et il manqua inhaler la nauséeuse et rouge substance qui maintenant lui ruisselait sur le corps. Chaque niveau en déversait sur lui. Déjà il s'enfonçait jusqu'aux genoux dans ce qui semblait être du sang humain. Il entendit marmonner au-dessus de lui un rire étouffé, un pleur. « Cessez !» hurla-t-il, courant maladroitement se réfugier sous les arcades, au bord du vaste puits de lumière. « Nous sommes ici pour parlementer. Nous ne voulons que la Sainte Fille. Rendez-nous son esprit, et nous vous laissons. » N'ayant obtenu d'autre réponse qu'une nouvelle averse de sang, il tira sa cavale vers la porte suivante. Une grille la fermait. Il s'y arc-bouta, tenta de la dégonder en la soulevant, puis se jeta sur elle dans le même but. Owen le rejoignit. Elle essuya le liquide qui poissait ses longs doigts, puis palpa l'embrasure. Y trouva quelques types de verrous. La grille s'ouvrit avec lenteur, presque à contre-cœur, mais elle s'ouvrit. Owen tourna vers Elric un large sourire. « Comme la plupart des mâles, vous devenez une vraie brute quand vous vous affolez. » « Avais-je idée, madame, d'avoir à trouver un tel moyen d'ouvrir cette porte ?» rétorqua Elric, froissé par le sarcasme. « Envisage à venir l'existence de ce genre de choses, et tes chances de survie dans cette forteresse ne s'en porteront pas plus mal. » « Pourquoi n'ont-ils pas accepté d'ouvrir les pourparlers ?» Sans doute parce qu'ils ne nous croient pas disposés à négocier. Puis elle ajouta : « En fait, je me borne à des conjectures sur leur logique. Chaque voleur de songes vit sa propre aventure. Viens. » Elle le précéda le long d'une série de bassins. L'eau en était chaude, à en juger par le voile de vapeur qui en montait. Mais ces thermes, l'endroit y ressemblait, étaient vides de baigneurs. Puis Elric crut déceler des mouvements dans les profondeurs. Des poissons peut-être. Il se pencha pour mieux voir. Owen le tira en arrière. « Je croyais t'avoir prévenu. De ta curiosité peut très bien résulter ta perte et la mienne. » Il y eut dans le bassin comme un battement de nageoires. Des bulles crevèrent à la surface, puis plus rien. Et d'un seul coup, murs et sol se mirent à trembler, l'eau à bouillonner. Alors que les chevaux s'ébrouaient de terreur, menaçant de perdre l'équilibre, des crevasses s'ouvrirent entre les dalles de marbre. L'une d'elles faillit engloutir Elric. C'était comme si un séisme venait de frapper ces montagnes. Pourtant, alors qu'il se hâtait de gagner la galerie suivante, laquelle donnait sur une paisible pelouse, toute trace du tremblement de terre disparut soudain. Un homme s'avançait vers eux. Son port évoquait celui de la reine Soug, mais il était moins grand, d'un âge plus avancé. Une barbe chenue se répandait sur l'or tissé de sa tunique. Il tenait un plateau et 2 sacs de cuir y reposaient. « Reconnaissez-vous l'autorité de la forteresse de la Perle ? Je suis le sénéchal de ces lieux. » »« De qui êtes-vous le serviteur ?» Le ton de la question n'était pas exempt de brusquerie. Elric avait toujours sa lame à la main et ne faisait aucun effort pour dissimuler qu'il était prêt à s'en servir. Le sénéchal eut l'air perdu. « De la Perle, bien sûr, c'est ici la forteresse de la Perle. »« Qui règne séant, vieil homme ?» demanda Owen sans équivoque. « La Perle, vous ai-je dit. » »« N'est-il personne qui la tienne sous sa coupe ?» s'étonna Elric. « Plus maintenant, messire. Veuillez donc prendre cet or et vous en aller. Nous n'avons nul désir de gaspiller plus longtemps sur vous une énergie que nous sentons faiblir sans qu'elle soit pour autant épuisée. Je pense que vous allez bientôt vous dissoudre.
Nous avons triomphé de tous vos défenseurs, dit Owen. Pourquoi voudrions-nous votre or? Ne convoitez-vous pas la perle? Avant qu'Elric pût répondre, Owen lui imposa d'un geste le silence. Nous ne sommes venus que pour libérer la sainte fille. Le sénéchal sourit. C'est ce qu'ils ont tous dit, mais c'est la perle qu'ils voulaient. Je ne puis vous croire, madame. Comment vous prouvez notre bonne foi? Impossible. Nous connaissons déjà la vérité. Traiter avec vous est pour nous sans intérêt, messire sénéchal. Si vous servez la perle, qui la perle sert-elle? L'enfant, je pense. Un pli barra son front. La question l'avait troublé dans sa simplicité. L'admiration d'Elric pour les talents de la voleuse de songes grimpa encore d'un cran. Voyez-vous, reprit Owen, nous pouvons vous aider. L'âme de l'enfant est captive, et vous ne l'êtes pas moins tant qu'il en est ainsi. Le sénéchal tendit de nouveau les sacs d'or. Prenez ceci, et laissez-nous. Nous n'avons pas le droit, je pense, lui répondit Owen d'une voix ferme. Et menant sa monture, elle entreprit de contourner le vieillard. Viens, Elric. L'albinos hésita. Ne devrions-nous pas poursuivre nos questions? Il ne saurait y répondre. Un sac dans chaque main, entravé par leur poids, le sénéchal se précipita vers elle. Le plateau abandonné tomba à terre avec un grand bruit. Elle ne l'est pas. Ça va faire mal. Cela ne peut être. Souffrance en sortira. Souffrance! Elric eut pitié de cet homme. Owen, nous devrions l'écouter. Elle s'y refusa. Viens, ton devoir t'y oblige. Il avait appris à s'en remettre à elle, et passa sans s'arrêter devant le vieillard, qui se rouait de coups avec ses sacs d'or, gémissait les joues noyées de larmes, qui roulaient dans sa barbe. Cette action-là exigeait une autre espèce de courage. Une nouvelle porte monumentale leur apparut, toute de mosaïques et d'ivoire guilloché, l'arche soulignée de baguettes d'argent, de jade et d'émail bleu. 2 vantaux massifs de bois sombre aux ferrures d'airain, cloutés d'airain, barraient la route. Pas pour Owen. Sa main se tendit en douceur vers les portes, ses doigts s'y placèrent, et progressivement, comme la grille, elles commencèrent de s'écarter. Derrière, il y eut un petit bruit à peine audible, comme une plainte. Puis les battants s'ouvrirent de plus en plus grands, jusqu'à être complètement rabattus sur leur charnière. Elric un moment resta submergé par ce qu'il voyait. Une radiance d'or gris baignait la vaste salle ainsi révélée. Elle émanait d'une colonne, haute comme un homme de belle taille, et surmontée d'un globe au centre duquel brillait une perle énorme, presque aussi grosse que le poing d'Elric. Des marches montaient de tous côtés vers la colonne, et au bas de ces courtes volées, l'albinos vit des rangées de statues? Non, d'hommes, de femmes et d'enfants dans des costumes très divers où, néanmoins, prédominaient les styles en honneur à Quarzazat et dans les clans nomades. Le vieillard déboula derrière eux en chancelant. « Ne lui faites pas de mal. » « Nous nous défendons, messire sénéchal, » lui dit Owen sans se retourner. « C'est, venant de nous, le seul savoir dont vous ayez besoin. » Lentement, menant toujours leur coursier d'argent par la bride, l'épée d'argent toujours au clair dans l'autre main, l'argent des harnois et des aumes accrochant à présent l'éclat de la perle et s'en trouvant rehaussé d'un subtil orient, ils pénétrèrent dans le sein des saints. « Ce n'est pas à détruire, ce n'est pas à défaire, ce n'est pas à piller. » Elric frémit en entendant la voix. Son regard traversa l'immensité de la salle, et ce qu'il vit là, contre les murs qui la bornaient, c'était bien le guerrier de la perle, avec son armure craquelée, engluée de sang, son visage fondu en une atroce et unique meurtrissure, ses yeux, qui semblaient tour à tour s'éteindre et s'embraser, qui, de temps à autre, étaient ceux d'Alnac. Les paroles suivantes du guerrier touchèrent au pathétique. « Je ne puis vous combattre. Je ne puis désormais. » Nous ne sommes pas séants pour nuire.
répéta Owen, mais pour vous libérer. Un mouvement se fit dans les statues factices. Une femme au voile bleu s'en détacha. Des larmes perlaient aux yeux de la reine Soug. Vous vous êtes équipé ainsi. Elle montra les lames, les chevaux, les armures. Mais nos ennemis ne sont pas là. Il ne saurait tarder, madame, dit Owen. Je crois qu'ils arriveront bientôt. Toujours aussi déconcerté, Elric se retourna comme s'il s'attendait à trouver derrière lui leur adversaire. Puis il se porta vers la perle au cœur du monde, juste pour admirer de plus près la merveille. Aussitôt les silhouettes s'animèrent, lui barrant la route. « Vous allez la voler !» Le cri du vieil homme avait jailli plus misérable que jamais, plus tragique d'impuissance. « Non, telle n'est pas notre intention. Vous devez le comprendre. » La voix d'Owen s'était fait pressante. « Raïk Nassim nous a envoyés à sa recherche. » « Elle n'a rien à craindre. Dites-lui qu'elle est en sécurité. » Faux. Elle va bientôt se dissoudre. Owen tourna son regard vers la foule murmurante. Elle est séparée, dédoublée comme nous. La perle en est la cause. C'est une ruse, dit la reine Soug. Une ruse, Reprit en écho le guerrier de la perle. Puis un gloussement frêle monta de sa gorge ravagée. Une ruse, dit le sénéchal qui tendit ses sacs d'or. Nous ne sommes rien venus voler. Nous sommes venus défendre. Regardez. Owen fit un grand geste circulaire avec sa lame pour leur montrer ce qu'à l'évidence ils n'avaient encore vu. Surgissant des murs, les mains garnies de tout ce qu'il était possible de concevoir en matière d'armes, c'était la soldatesque encapuchonnée, tatouée de Quarzazat, les aventuriers magiciens. Nous ne pouvons les combattre, dit tranquillement Elric à son ami. Ils sont trop nombreux. Et à la mort il s'apprêta. Livre 3, chapitre 2. Massacre dans la forteresse. Puis Owen enfourcha sa monture d'argent et leva haut l'argent de sa lame. « Fais comme moi, Elric !» cria-t-elle avant de lancer les talons dans un petit galop et de faire rouler dans la salle le tonnerre des sabots. Résolu à mourir avec courage, même en cet instant d'apparente victoire, Elric sauta en selle à son tour, prit une lance dans la même main que les reines, et, l'épée déjà emportée dans des moulinets, chargea les assaillants. Il dut attendre de les voir s'agglutiner autour de lui, menaçante forêt de haches, de masses d'armes, de piques et de lames, pour saisir que l'énergique décision de sa compagne n'était pas seulement née de l'outrance du désespoir. Ces demi-ombres avaient des gestes lents, des regards vagues, trébuchant et portant des coups d'une mollesse extrême. Le carnage en vint à l'écœurer. Il se conformait à l'exemple d'Owen, taillait et perçait, d'un côté puis de l'autre, presque automatiquement. Les têtes se détachaient des corps, tels des fruits blés. Les membres se tranchaient, avec la même aisance que l'attache des feuilles sur le bâton que l'on pare. Les torses s'enfonçaient sous la moindre poussée d'une lance ou d'une épée. Le sang visqueux, du sang de mort déjà, poissait armes et armures. Et les cris avaient dans les oreilles d'Elric des résonances plus poignantes que la simple expression de la souffrance. N'eût-il juré de suivre la voleuse de songes, qu'il aurait tourné bride, la laissant achever seul le travail. Ainsi ne courait-il que peu de danger, alors que les guerriers voilés continuaient de se déverser des murs pour se trouver accueillis tant par l'acier que par l'astuce, acérés l'un et l'autre. Mais les courtisans qui, derrière, autour de la colonne de la perle, ne perdaient pas une miette du combat, n'avaient manifestement pas la moindre conscience de la faible menace à laquelle étaient confrontés les deux cavaliers d'argent vêtus. Et puis ce fut fini. Décapités, démembrés, les corps jonchaient la salle, empilés. Elric et Owen firent trotter leur monture hors du charnier, le visage fermé, sinistre, le cœur soulevé par leurs propres actes. « Voilà, » dit la voleuse de songes. « Les aventuriers magiciens sont aussi. »« Vous êtes d'authentiques héros !» La reine Soug descendait les marches à leur rencontre, bras ouverts, les yeux brillants d'admiration.
Nous sommes ce que nous sommes, dit Owen, des combattants de mortelle engeance. Sur la forteresse de la Perle pesait une menace que nous avons anéantie. Ces mots s'étaient moulés dans la mélopée d'un rituel, et Elric, confiant, prit plaisir à l'écouter. Vous, enfants de Shamog Borm, frères et sœurs pour la lune d'os, fils et filles de l'eau et des vents, qui portent fraîcheur, parents des arbres. Secoué de sanglots, le sénéchal avait lâché ses sacs d'or. De joie et de soulagement, il pleurait. Elric découvrit à quel point il ressemblait à Raik Nassim. Owen avait mis pied à terre, et la reine Soug la serrait dans ses bras. Un pas traînant, un caquettement assourdi annoncèrent l'approche du guerrier de la Perle. Tout ceci n'est plus pour moi. La résignation se lisait seule dans les yeux morts d'Alnak. L'heure est à la dissolution. Et il bascula en avant, les bras en croix, s'aplatit sur le marbre des dalles, et nulle chair ne demeurait de lui, rien que les os dans l'armure fracassée, si bien que sa dépouille évoquait des immangeables vestiges d'un crabe géant, dont se fut repu quelques monstres marins. Elric vit venir à lui la reine Soug, rouvrant ses bras pour l'y serrer. Elle lui paraissait plus petite que lors de leur première rencontre, et de fait, elle lui arrivait à peine au menton. Chaude fut l'étreinte, et il sut qu'elle pleurait, elle aussi. Puis le voile lui glissa du visage, révélant que les années s'en étaient effacées. Au mieux, il se découvrait en présence d'une toute jeune fille. Derrière la reine rajeunie, Owen lui souriait. Stupeur et compréhension l'envahirent de concert. Ses doigts effleurèrent ce frais visage, sentirent couler l'ondulante et familière caresse de cette chevelure, et il aspira une brusque goulée d'air. C'était Varadia, la sainte fille des Boradim, l'enfant dont il avait promis de délivrer l'esprit. Owen le rejoignit. Sa main se posa, protectrice, sur l'épaule de Varadia. « Maintenant vous ne doutez plus que nous sommes vraiment vos amis ?» Varadia hocha la tête, promena autour d'elle un regard sur les courtisans qui avaient repris leur fixité. « Le guerrier de la Perle était le meilleur, » dit-elle. « Shamog Borm a déçu mes espoirs. Les aventuriers magiciens se sont révélés trop forts pour lui. Maintenant je puis le rappeler de son exil. » Nous avons combiné son énergie et la nôtre, dit Owen. Votre énergie et la nôtre. Ainsi avons-nous pu réussir. Nous trois ne sommes pas des sombres, dit Varadia, souriant, comme sous l'effet d'une révélation. C'est cela qui nous a permis de réussir. Oui, sainte fille, cela même. Maintenant, il nous faut réfléchir aux moyens de vous ramener à la temple de bronze. À votre peuple. C'est que vous êtes le vaisseau de leur fierté, de leur mémoire. Je sais, j'avais devoir de les protéger. Je crois avoir échoué. Il n'en est rien, assura Owen. Les aventuriers magiciens ne risquent-ils pas de renouveler leur assaut? Non, dit la voleuse de songes, pas plus ailleurs qu'ici. Elric et moi y avons veillé. Et admiratif, Elric comprit que c'était Owen qui avait suscité l'apparition des aventuriers magiciens, convoqué ces ombres une dernière fois, et pour en démontrer la défaite. Elle le regarda, l'avertit des yeux de ne pas trop en dire. Mais il se rendait compte que tout ce qu'ils avaient combattu, hormis peut-être quelques aspects du guerrier de la Perle et des aventuriers magiciens, n'avait eu de réalité que dans l'univers onirique d'une enfant. Le héros de légende, Shamog Borm, ne pouvait la sauver, parce qu'elle le savait irréel, non plus que le guerrier de la Perle, presque entièrement issu de son imagination. Owen et lui, en revanche, étaient réels, autant qu'elle. Dans son rêve insondable, déguisée en reine, cherchant de son propre aveu un pouvoir qu'elle ne savait atteindre, elle n'avait jamais cessé de connaître la vérité. Incapable d'échapper aux songes, elle n'en avait pas moins fait la différence entre ses créations et les êtres dotés d'une existence indépendante. Elle, Owen, Elric,
Il avait néanmoins fallu qu'Owen démontrât la possibilité de vaincre ce qui demeurait de la menace première pour que l'enfant fût libéré. Mais le rêve les tenait encore. L'énorme perle palpitait aussi puissamment qu'avant, et la forteresse, avec son labyrinthe de couloirs et de salles imbriquées, restait leur prison. Tu les comprenais, dit Elric à sa compagne. Tu savais de quoi ils parlaient. Leur langue étrange était celle de l'enfance, reflet d'une quête du pouvoir et de l'échec de cette quête, la saisie qu'un enfant peut avoir du pouvoir. Mais de nouveau d'un regard, Owen lui intimait le silence. Varadia sait à présent qu'on ne trouve jamais un tel pouvoir dans la retraite. Tout ce qu'on peut espérer obtenir en se retranchant, c'est de laisser s'entre-détruire les pouvoirs qui vous cernent et de s'en abriter, comme on s'abrite d'un orage contre lequel on est impuissant, jusqu'à ce qu'il soit passé. On n'y gagne jamais rien, sinon ses propres profondeurs. Et on est toujours obligé d'en sortir à la fin, pour se mesurer au mal qui cherche à vous détruire. Elle donnait l'impression d'être elle-même en transe, et Elric devina qu'elle récitait des leçons, apprises au temps où elle s'était formée dans son art. « Vous n'êtes pas venu voler la perle, mais me sauver de sa prison, » dit Varadia, dont Owen prenait les jeunes mains pour les serrer très fort dans les siennes. « Est-ce mon père qui vous a envoyé à mon secours ?»« Il a requis notre aide, et de tout cœur nous la lui avons accordée, » répondit Elric, en rengainant enfin l'épée d'argent. Il se sentait vaguement ridicule dans l'armure d'un héros de conte de fées, et Owen perçut sa gêne. « Tout cela va être rendu à son propriétaire, mon ami. » Elle se tourna vers Varadia. « S'il lui est permis de regagner la forteresse, gente demoiselle ?» L'enfant eut un large sourire. « Bien sûr !» Elle claqua dans ses mains, et sous le porche monumental, on vit s'avancer fièrement, mais toujours drapé dans la bure de l'exil, Shamog Borm, qui alla s'agenouiller aux pieds de sa dame. « Ma reine !» dit-il. Sa voix merveilleuse vibrait d'émotion. Et d'une voix aussi vibrante, mais de chaleur et d'orgueil, l'enfant lui répondit. « Je vous restitue votre armure et vos armes. Shamog Borm, ainsi Tadia et Taron, vos 2 coursiers jumeaux. Je vous rends votre honneur inchangé. » Bientôt, Elric et Owen se furent débarrassés des armures, pour n'être plus vêtus que de leurs effets ordinaires. Shamog Borm eut de nouveau sur lui l'argent damasquiné d'or de ses jambards et de son plastron, l'argent massif et miroitant de son aume, ses lames et lances dans leur étui respectif à sa hanche, et sur le flanc des montures. Des autres pièces de harnois, il en fit un ballot, qu'il attacha derrière la selle de Tadia. Enfin il fut prêt. De rechef il s'agenouilla. « Quelle tâche ma reine souhaite-t-elle me voir accomplir à son service ?» Posément Varadia lui répondit. « Vous êtes libre de chevaucher où bon vous semble, preux Shamog Borm. Sachez simplement ceci. Vous devez continuer de combattre le mal en quelque lieu qu'il se présente, et de ne plus souffrir à l'avenir que la forteresse de la Perle soit soumise aux assauts des aventuriers magiciens. »« J'en fais serment. » Sur une révérence à Owen et à Elric, le fabuleux héros enfourcha sa cavale, et au pas de parade quitta la cour de la Perle, le front haut de juste superbe et de noble dessein. Varadia était heureuse. « Je l'ai rendu à ce qu'il était avant que je ne fisse appel à lui, et désormais je sais que les légendes sont en elles-mêmes dénuées de pouvoir. C'est seulement l'usage qu'en font les êtres de chair qui est source de pouvoir. Toute légende n'est que la représentation d'un idéal. »« Vous êtes une enfant d'une rare sagesse, » dit Owen, admirative. « Ne dois-je l'être, madame ? Je suis la sainte fille d'Eboratim. » Ironie et gaieté pétillaient dans sa voix. « Ne suis-je l'oracle de la tante de bronze ?» Elle baissa les yeux, prise d'une soudaine mélancolie, peut-être. « Et je ne serai plus très longtemps une enfant. Mon palais va me manquer, je crois, et tous ces royaumes. On y laisse toujours quelque chose. » La main d'Owen se posa, réconfortante sur l'épaule de Varadia. « Mais pour gagner beaucoup. » La sainte fille se retourna vers la Perle. Elric suivit son regard,
et s'aperçut que la cour entière avait disparu, exactement comme la foule sur le grand escalier quand le guerrier de la perle les avait provoqués, juste avant leur première rencontre avec Dame Soug. Il comprenait à présent que, sous cette apparence, elle les avait guidés de son mieux vers son propre salut. Elle s'était portée à leur rencontre, leur avait montré par quelle voie mettre à profit leur intelligence et leur courage pour la sauver. Varadia montait maintenant les marches, main tendue vers le joyau. « Elle est à l'origine de nos malheurs, » dit-elle. « Qu'allons-nous en faire ?»« La détruire, peut-être, » suggéra Elric. Owen marqua son désaccord. « Aussi longtemps qu'un trésor reste caché, les voleurs constamment le recherchent. C'est ce qui a entraîné la captivité de Varadia dans le royaume des songes, qui a mené vers elle les aventuriers magiciens. C'est pourquoi ils l'ont droguée, ont tenté de l'enlever. Le mal ne vient pas de la perle en soi, mais de la perversité qu'elle avive chez certains. »« Alors quoi ?» lui demanda Elric. « Comptes-tu la négocier sur le marché aux songes la prochaine fois que tu t'y rendras ?»« Je le ferai peut-être, si je ne jugeais cela insuffisant pour assurer la sécurité future de Varadia. Tu comprends ? Qu'elle reste légende et il y aura toujours des chasseurs de légendes pour la traquer, c'est ça ? Exactement, prince Elric. Aussi nous abstiendrons-nous de la détruire. Ici, du moins. Réserve que l'albinos accueillit avec indifférence, absorbé comme il l'était maintenant dans le rêve, dans la découverte des divers niveaux de réalité que comportait le royaume du songe. Il avait tout oublié de sa quête originelle, de la menace pesant sur sa vie et sur celle du jeune Anig, à Quarzazat. Owen lui rafraîchit la mémoire. Rappelle-toi qu'il en est à Quarzazat qui ne sont pas seulement tes ennemis, Elric de Melniboné, mais ceux de cet enfant, ceux de tous les Boradim. Une autre tâche t'attend après notre retour à la tente de bronze. En ce cas, il va falloir me conseiller, dame Owen, dit simplement Elric, car je suis novice en ces lieux. Je n'ai de conseils à te donner qui soient vraiment limpides. Elle se détourna de lui, peut-être par modestie, peut-être dans l'amertume d'un regret. Mais je puis en l'occurrence prendre une décision. Nous devons réclamer la perle. Réclamer quoi ? Si j'ai bien compris, elle n'avait pas d'existence avant que les seigneurs de Quarzazat n'en aient conçu l'idée, que quelqu'un n'ait exhumé la légende, que les aventuriers magiciens se soient lancés à sa recherche. Mais elle en a une désormais, dit Owen. Damoiselle Varadia, me donnerez-vous la perle ? Volontiers. La sainte fille acheva en courant de gravir les marches, souleva le globe de son socle, et le jeta au sol où les éclats de verre laiteux s'éparpillèrent, se mêlèrent aux os et à l'armure du guerrier de la perle. Puis son bras se tendit, et elle prit l'énorme joyau, comme n'importe quel enfant récupérant sa balle. Elle joua avec, jongla, ravie, n'en éprouvant plus nulle crainte. C'est qu'elle est très belle. Pas étonnante qu'ils la veuillent. Ils l'ont faite, et s'en sont servis pour vous piéger. Owen rattrapa au vol la perle que Varadia lui lançait. Quel malheur que ceux qui sont aptes à concevoir une telle merveille soient prêts à de telles vilainies pour s'en emparer. Ses sourcils se froncèrent sur le regard soudain soucieux qu'elle jeta autour d'elle. La lumière faiblissait. De partout naquit un bruit atroce, une plainte angoissée, déchirante clameur, hurlement de suppliciés, comme si dans tout le multivers toutes les âmes tourmentées vociféraient soudain leur souffrance. Le cri leur vrilla le crâne, ils se bouchèrent les oreilles, et leurs yeux s'écarquillèrent d'horreur alors que le sol entrait en éruption, cloquait et ondulait, que les murs d'ivoire de la salle avec leurs merveilleuses mosaïques, la dentelle de leurs ciselures se mettait à pourrir, s'effritait, tombait en poussière telle du tissu dans une tombe brutalement exposée à la lumière du jour. Puis, couvrant le vacarme, ils entendirent un rire, doux, spontané, un rire d'enfant, le rire d'une âme libérée, celui de Varadia. « Enfin, ça se dissout. Ça se dissout entièrement. Ah, mes amis, j'ai cessé d'être esclave. » Sous l'avalanche de répugnante matière,
de corruption, de liquéfaction, traversant ce séisme purulent dans lequel s'anéantissait la forteresse de la Perle. Owen les rejoignit. Elle se hâtait, mais avec prudence. Elle prit Varadia par la main. « Pas encore. C'est trop tôt. Nous risquons de nous dissoudre avec le reste. » Elle fit signe à Elric de prendre l'autre main, et ils entraînèrent l'enfant hors de la salle dans la pénombre hurlante des couloirs zigzagants, franchissant des cours dont les fontaines crachaient maintenant des flots d'ordures, longeant des murs qui se révélaient construits de chair, si avancés qu'à peine avaient-ils dépassé qu'il n'en restait rien. Puis Owen les fit courir, jusqu'à ce qu'ils fussent en vue de la grande entrée circulaire. Leurs pieds foulèrent la chaussée de marbre blanc. Un pont s'ouvrait devant eux. Owen y traîna presque les deux autres, courant aussi vite qu'elle le pouvait, avec la forteresse de la Perle qui, derrière, se résorbait dans le néant, hurlant et rugissant comme une bête à l'agonie. Le pont donnait l'impression d'être infini. Aussi loin que portait le regard d'Elric, nulle extrémité n'était visible. Il y eut pourtant un moment où la voleuse de songe s'arrêta de courir, leur permit de marcher tranquillement jusqu'à la porte qu'ils venaient d'atteindre. C'était une arche taillée dans un bloc de grès rouge, ornée de carreaux de céramique, à l'agencement géométrique et de fresques représentant des gazelles, des léopards et des chameaux sauvages. Elle avait quelque chose de presque banal, après tant de seuils monumentaux. Elric n'en frémit pas moins à l'instant de s'y engager. « J'ai peur, Owen. »« De ta nature mortelle, je pense. Mais ton courage est grand, prince Elric. Je t'en supplie. Fais-en usage. » Il domina ses terreurs. Ferme et rassurante fut sa prise sur la main de l'enfant. « Ne rentrons-nous pas chez nous ?» dit la sainte fille. « Qu'y a-t-il là-bas que vous redoutiez de trouver, prince Elric ?» Il pencha sur elle un visage souriant, heureux qu'elle lui eût posé cette question. « Pas grand-chose, damoiselle Varadia. Rien d'autre que moi-même, peut-être. » Ensemble, ils pénétrèrent sous la voûte. Livre 3, chapitre 3. Festivités à l'oasis fleur d'argent. Reprenant conscience aux côtés de l'enfant toujours endormi, Elric fut surpris de se sentir aussi frais et dispos. La crosse qui leur avait permis de prendre substance dans le royaume du songe enserrait toujours leurs deux mains jointes. Et, portant son regard au-delà de la sainte fille, Elric vit Owen qui remuait. « Vous avez échoué donc ?» La voix de Raik Nassim était lourde de tristesse résignée. « Comment ?» Owen s'était redressé en sursaut. Elle aussi regardait Varadia. Et ils en virent le teint qui reprenait son lustre normal et ses yeux qui s'ouvraient pour se fixer sur le père anxieux penché sur elle. Elle sourit. Ce sourire spontané, naturel qu'Owen et l'albinos connaissaient déjà si bien. Et l'aîné des Boradim fondit en larmes. Il pleura comme le sénéchal de la cour de la Perle, pleura de soulagement, pleura de joie. Il prit sa fille dans ses bras et resta interdit de parole tant le bonheur occupait son cœur. Tout ce qu'il put faire, tendre une main vers ses amis, l'homme et la femme qui étaient entrés dans le royaume du songe pour libérer l'âme de son enfant, de là où elle s'était échappée pour fuir les maléfices des mercenaires du Seigneur Go. Ils touchèrent cette main, puis quittèrent la tente de bronze. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans le désert, et là s'y tinrent face à face, se regardèrent dans les yeux. « Nous avons un rêve en commun désormais, » dit Elric. Douce était sa voix, nourrie d'affection. « Ce sera un bon souvenir, Owen. » Elle lui prit le visage entre ses mains. « Tu es sage, prince Elric. Tu as du courage. Mais il te manque une certaine forme d'expérience de tous les jours. J'espère que tu finiras par l'acquérir. » C'est pourquoi j'erre en ce monde, pourquoi j'ai laissé mon cousin Irkun me remplacer sur le trône de rubis. Je suis conscient de plus d'une faiblesse en moi. Je suis heureuse que nous ayons rêvé ensemble. Celui que tu aimais est mort, non? Je suis heureux si j'ai pu adoucir la douleur de cette perte. Elle parut interloquée, puis son front s'éclaircit. Ah, tu parles d'Alnak. J'avais beaucoup d'affection pour lui, mais c'était plus un frère qu'un amant. L'embarras saisit Elric.
Excuse-moi. Elle leva les yeux vers le ciel. La lune de sang n'était pas encore passée, inondait le sable de sa rutilance, en faisant chanter le bronze poli de la tente où Raik Nassim accueillait le retour de sa fille. Dans le sens où tu l'entends, je n'ai pas l'amour facile. Chargée de sens était sa voix. Elle soupira. As-tu toujours l'intention de retourner à Melniboné vers ta promise ? C'est mon devoir. Je l'aime. Et ma place est à Imrir. Doux devoir. Évident sarcasme sur lequel, d'un ou deux pas, elle s'éloigna, les yeux rivés au sol, les pouces dans la ceinture, bottant des cailloux carmins comme des caillots de sang. Trop longtemps, Elric s'était endurci contre les souffrances de son propre cœur. Il ne put qu'attendre qu'elle retournât vers lui. Elle souriait. « Bon, prince Elric, veux-tu te joindre aux voleurs de songes, embrasser notre profession et faire, pour un temps, ton existence ?» Elric secoua la tête, déclinant l'offre. « C'est un art qui requiert trop de moi. Mais je n'en suis pas moins reconnaissant pour ce que j'ai appris au cours de cette aventure, sur moi-même et sur l'univers du rêve. Encore que celui-ci m'échappe pour l'essentiel. Je n'ai toujours aucune certitude quant à l'endroit où nous avons voyagé, à ce que nous y avons rencontré, ni ne sais vraiment dans quelle mesure ce royaume du songe était la création de Damoiselle Varadia et la tienne. J'avais un peu l'impression d'assister à une bataille d'inventeurs. Y ai-je eu ma part ? Je l'ignore. Sans toi, je n'aurais probablement pas réussi. Tu as vu tant d'autres mondes, et lu plus encore. Sans t'autoriser une analyse vraiment fine des créatures et lieux susceptibles de se présenter dans le royaume du songe, je puis t'assurer que cela rendait ta collaboration précieuse, plus que tu n'en auras jamais conscience peut-être. De la substance de ces rêves, a-t-on jamais pu faire surgir la réalité ? Se demanda-t-il à haute voix. Il y eut dans les jeunes royaumes un aventurier du nom de comte Aubec, qui savait quelle faculté a l'homme de façonner du réel. Il en est pour dire que lui et ses pareils auraient ainsi fait surgir du néant les terres des jeunes royaumes. Elric hocha la tête. Je connais cette légende, mais ne lui suppose guère plus de fondement que l'histoire de Shamogborm. Crois ce que tu veux. Elle détourna de lui son regard pour le poser sur la tente de bronze. Le vieil homme et sa fille en sortaient, et de quelque part dans l'ombre derrière eux, montait le rythme de percussion. Puis ce fut un chant merveilleux, une douzaine de mélodies conjointes entremêlées. Tous ceux qui étaient restés dans le sanctuaire veillaient la sainte fille lentement, se rassemblèrent autour d'elle et de son père, enchaînant chant sur chant, tous d'une allégresse intense. Le désert s'emplit de leur voix, en vibra d'une vie somptueuse, exultante, et jusqu'aux montagnes lointaines qui les reprirent en écho. Owen, au bras d'Elric, noua le sien, geste de camaraderie, de réconciliation. « Allez, viens, dit-elle. Joignons-nous à la fête. » À peine eurent-ils fait quelques pas, qu'ils se retrouvèrent hissés sur les épaules de la foule, et ce fut ainsi portés, riants et contaminés par l'euphorie générale, qu'ils rentrèrent à l'oasis Fleur d'Argent. Les festivités commencèrent aussitôt, comme si les Boradim et tous les autres clans nomades s'étaient tenus prêts pour cet instant. Une extraordinaire variété de senteurs appétissantes ne tarda pas à flotter dans l'air, émanant des mets qui mijotaient ou rôtissaient sur les braises, donnant l'impression qu'il n'y avait dans le monde comptoir aux épices de quelque importance qui n'eût été sommé de livrer ses trésors. Ces feux de cuisine partout rougeoyaient ou répondaient au flamboiement des grandes torches, aux constellations des lampes et chandelles, et de la Kashbam ou l'Orcarise, qui dominait l'oasis, on vit descendre la grande Alumrit, dans toute la splendeur de ses montures, des aumes et plastrons d'or rouge, de ses antiques armures, de ses armes de bronze et d'airain et d'acier. Ils arboraient de vastes barbes bifides ou trifides et de massifs turbans, pour le moins des 12 tours, dont dépassait la pointe de leur casque, portaient des surcoats de somptueux brocarts ou de purs fils d'argent. Cependant, leurs bottes leur brodaient jusqu'aux genoux des motifs à peine moins intrigués que ceux de leur tunique. Fière et joviale compagnie, ces hommes chevauchaient de concert avec leur épouse, pareillement fer-vêtus, armés d'arcs et de traits minces. Tous se fondirent bientôt dans l'énorme foule qui avait dressé une estrade
pour y installer un siège sculpté, d'où Varadia leur souriait. Leur joie se nourrissait à la vue de la Sainte Fille, rendue au clan des Boradim, lui restaurant son passé, son honneur et son avenir. Raik Nassim pleurait toujours. Qu'il vit Owen et Elric, il les raccrochait, les embrassait, les remerciait encore, leur répétait tant et plus ce que c'était pour lui d'avoir de tels amis, de tels sauveurs, de telles figures de légende. Car vos noms jamais ne sortiront de la mémoire des Boradim. Et quelque faveur que vous sollicitiez, si tant est qu'elle soit digne, et autre, elle ne saurait être, vous sera aussitôt accordée. Seriez-vous exposé à quelque péril, à des milles et des milles d'ici, qu'un message de vous nous fera aussitôt accourir. Mais, pour l'heure, sachez que vous avez libéré de sa noire geôle l'esprit d'une enfant généreuse. Et c'est là notre récompense, dit Owen souriante. Nos richesses sont vôtres, reprit le vieillard. Owen déclina l'offre. Les biens matériels nous sont indifférents. Nous avons, je crois, découvert de meilleures raisons d'exister. Elric abonda dans son sens. Par ailleurs, il est à Quarzazat un homme qui m'a promis la moitié d'un empire en échange d'un tout petit service. Saisissant l'allusion, Owen éclata de rire. Raik Nassim n'en sut trop quoi penser. Vous comptez vous rendre à Quarzazat? Vous y avez encore affaire? Si fait. J'y connais un gamin qui est anxieux de me revoir. Mais vous prendrez le temps de participer à notre liesse, de parler avec nous, de festoyer. À peine avez-vous échangé un ou deux mots avec ma fille. Nous croyons déjà bien la connaître, lui répondit Elric. Assez pour la tenir en très haute estime. Elle est, sans conteste, le plus grand trésor des Boradim. Étiez-vous en mesure de converser dans ce morne royaume qui la tenait captive? Elric envisagea d'éclairer le chef nomade, mais la voleuse de songe fut prompte à le devancer, plus au fait qu'elle était de ces matières. Quelque peu, et tant son intelligence que son courage nous ont impressionnés. Raik Nassim s'assombrit alors qu'une autre pensée le visitait. Et vous a-t-il été possible, mon fils, de substituer sans souffrance dans ce royaume? Sans souffrance aucune, confirma Elric, mesurant alors et seulement alors le bien tiré de cette aventure. Si fait, messire, tels sont les avantages à prêter assistance à un voleur de songes, avantages dont je n'avais jusqu'à présent mesuré l'ampleur. Sans réserve aucune désormais, Elric participait à la fête, profitait de ces dernières heures avec Owen, avec les Boradim, avec les clans nomades. De nouveau, il eut l'impression d'être de retour chez lui, tant ce peuple était accueillant, tant l'étreignait le désir de passer ici sa vie, de suivre leur voie, de se pénétrer de leur philosophie, de jouir de leur passe-temps. Plus tard, étendu sous un haut palmier, roulant entre ses doigts une fleur d'argent, il leva son regard sur Owen, qui s'était assise à ses côtés. De toutes les tentations auxquelles je me suis trouvé confronté dans le royaume du songe, dit-il, je n'en ai peut-être connu de plus grandes, car c'est là le réel dans toute sa simplicité, un ici et maintenant, que j'ai répugnance à quitter. Et toi? Il n'est désormais pour nous de destinée commune, à mon sens. Elle soupira. Dans cette vie, du moins, si ce n'est dans ce monde. Tu commenceras par y être une légende, puis nul n'y subsistera pour garder souvenir de toi. Tous mes amis mourront-ils? Me retrouverai-je seul? Je pense, tant que tu serviras le chaos. Je ne sers que moi-même et mon peuple. Si tu veux être en droit d'avoir cette conviction, Elric, il te faut l'étayer. Tu as déjà créé du réel, et il est vraisemblable que tu en créeras encore un peu. Mais le chaos n'est ami sans trahir. En définitive, nous n'avons que nous vers qui nous tourner. Nulle autre cause, nulle autre force, nul autre défi ne saurait jamais se substituer à cette vérité. Owen, c'est pour être moi-même que je voyage ainsi.
lui rappela-t-il. Il porta son regard sur les eaux calmes de l'oasis, sur le désert au-delà, en inhala l'odorante fraîcheur. « Et tu comptes bientôt nous quitter ?»« Demain il le faut, mais j'aimerais quand même savoir quel genre de réalité j'ai créé. »« Oh, je pense qu'un rêve ou deux ont pris corps, » dit-elle, mystérieusement, déposant un baiser sur sa joue. « Et un autre ne va pas tarder à suivre leur exemple. » Il abandonna le sujet, car de sa poche de ceinture, elle venait de sortir l'énorme perle et la lui tendait. « Tu l'as toujours. Ce n'est donc pas une chimère comme nous le pensions ?»« Elle est pour toi, » dit la voleuse de songes. « Fais-en ce que bon t'en semble. C'est elle qui t'a conduit jusqu'à l'oasis fleur d'argent, ce qui t'a conduit vers moi. Je n'ai pas l'intention de la négocier sur le marché aux songes. Je voudrais que tu l'aies car j'estime qu'elle te revient de droit, Elric. Quoi qu'il en soit, la sainte fille me l'a offerte, et à mon tour je te la donne. Elle est à l'origine de la mort d'Al-Nakreb, et c'est en voulant s'en emparer qu'ont péri ses assassins. » « Je croyais t'avoir entendu dire qu'elle n'avait eu d'existence avant que les aventuriers magiciens ne se soient lancés à sa recherche. »« Je le maintiens. Mais à présent elle existe. Elle est là, sous nos yeux. La perle au cœur du monde. L'énorme joyau de légende. N'as-tu rien à en faire ? » « Tu vas devoir m'expliquer. » Commença-t-il, mais elle lui coupa la parole. « Ne va pas me demander comment s'incarnent les rêves, prince Elric. C'est affaire de philosophe, à toute époque et en tout lieu. Je réitère donc ma question. N'as-tu rien à en faire ? » Il hésita, puis accepta la perle, et dans la coupe de ses paumes, la fit rouler, s'émerveilla de sa magnificence, de sa pâle beauté. Si fait, je crois lui voir un usage. Quand il eut remisé le joyau dans sa propre bourse, elle lui ajouta, presque en un souffle. « Il s'agit là, je pense, d'un objet maléfique. » « C'est aussi mon opinion. Mais il arrive qu'on puisse combattre le mal par le mal. » « Point de vue que je ne saurais accepter. » Elle paraissait troublée. « Je sais, tu me l'as déjà dit. » Puis ce fut son tour de se tendre vers elle pour tendrement l'embrasser sur les lèvres. Cruel est le destin. Que ne nous offre-t-il un chemin tout tracé au lieu de nous astreindre à des choix dont nous ne savons jamais s'ils sont faits pour le mieux. Elle haussa les épaules. « Nous sommes de mortelles conditions, et tel est notre lot. » Elle lui caressa le front. « Tu es une âme inquiète, mon prince. Je crois que je vais voler quelques-uns de ces menus rêves qui te perturbent. » T'arrive-t-il de ravir la souffrance, Owen, et d'en faire une denrée négociable sur ton marché ? Oh, fréquemment. Elle lui prit la tête sur ses genoux, commença de lui masser les tempes. Tendre était son regard. Je ne puis trahir Simoril. Je ne puis, dit-il, la voix déjà pâteuse. Je ne demande de toi que le sommeil. Un jour, tu auras beaucoup à regretter, lieu de vraiment connaître le remords. Jusque-là, si je puis te soulager de ce qui est sans importance. Sans importance. Il s'assoupissait, un peu plus à chaque caresse. Sans importance pour toi, je pense. Car pour moi... Et une chanson douce rejoignit les doigts d'Owen, une berceuse. Un enfant malade, et le chagrin d'un père. Ce bonheur qui naît de petits riens. Et l'albinos s'endormit, laissant la voleuse de songes s'acquitter de sa magie tranquille, ôter du dormeur juste ce qu'il fallait des souvenirs à demi effacés qui lui avaient gâché ses nuits passées, qui risquaient d'exercer encore leur insidieux ravage. Et quand Elric au matin s'éveilla, ce fut avec le cœur léger, l'esprit serein, gardant au plus quelques vestiges de ses aventures dans le royaume du songe, dont une solide affection pour Owen, et la détermination d'atteindre Quarzazat au plus tôt, de porter au seigneur Go ce que l'ignoble gentilhomme désirait par-dessus tout. Sincères furent ses adieux au peuple Boradim, et réciproque la tristesse de la séparation. Ils le supplièrent de chasser avec eux, comme son ami Rakim en un temps.
J'essaierai, promit-il, mais auparavant j'ai plus d'un serment à porter à son terme. Un garçon nettement mal à l'aise lui apporta sa grande épée. Alors qu'il la bouclait à sa hanche, Stormbringer parut gémir, amoureuse, manifester son intense satisfaction d'être réunie à lui. Ce fut de Varadia, étreignant ses mains et les lui baisant, qu'il reçut la bénédiction du clan, et de Raik Nassim l'annonce qu'il était à présent son fils, le frère de la Sainte Fille. Puis Owen, la voleuse de rêves, à son tour s'approcha. Elle avait décidé de rester un moment l'hôte des Boradim. « Adieu, Elric. J'espère que nous nous reverrons dans de meilleures circonstances. »« Meilleures ? Que voulez-vous dire ?»« Pour moi, en tout cas. » Elle sourit, tapota dédaigneusement le pommeau de l'épée runique. « Et vous souhaite bonne chance dans vos tentatives pour lui imposer votre volonté. » Désormais, je pense en être maître. Elle haussa les épaules. « Je vais vous faire un brin d'escorte sur la piste rouge. » Je vous serai gré, madame, de jouir encore un moment de votre compagnie. Côte à côte, comme dans le royaume du songe, Elric et Owen chevauchèrent. Et bien qu'il ne se rappelât ses sentiments d'alors, il perçut en lui l'écho d'une certaine plénitude de l'âme qui l'y eût atteinte. Aussi fut-ce avec mélancolie qu'il la quitta pour continuer seul sa route vers la cité des sables. Adieu, ami. Restera gravé dans ma mémoire la manière dont vous avez défait le guerrier de la perle. Je ne crois pas que ce souvenir puisse en disparaître. Je suis flatté. Elle avait dans la voix un soupçon d'ironie douce amère. Adieu, prince Elric. Je vous fais confiance pour trouver tout ce qui vous fait encore défaut et connaître la paix lors de votre retour à Melniboné. J'en ai la ferme intention, gente dame. Sur un petit signe de la main, désireux d'abréger la tristesse de l'instant, il éperonna sa monture. Avec des yeux qui refusaient de verser leurs larmes, elle le regarda s'éloigner sur l'interminable ruban de la piste rouge.